Merci. J'ai le plaisir d'animer avec Dr Hazim ce symposium Roche intitulé Services apportés aux patients. Donc moi, je vais parler de l'amyotrophie spinale et Dr Hazim parlera de la CPNMOST. Donc l'amyotrophie spinale, comme vous le savez, est une maladie héréditaire dégénérative du deuxième motoneurone, une transmission autosomique récessive due à une délétion du gène SMN qui code pour la protéine qui s'appelle Survival Motor Neuron, SMN. C'est une maladie qui est rare, mais en fait, elle n'est pas si rare au Maroc. Caractérisée cliniquement par un déficit avec une atrophie musculaire qui prédomine sur les ceintures avec une abolition des réflexes, et dans les formes précoces, on peut avoir des troubles de la déglutition et des troubles respiratoires qui font l'aggravation de la maladie, qui peuvent entraîner le décès. On peut avoir une variabilité intrafamiliale du phénotype clinique et aussi des complications orthopédiques, en particulier la scoliose, qui peut nécessiter un traitement chirurgical à côté des rétractions tendineuses. Alors, comme vous le savez très bien, l'amyotrophie spinale est classée en principalement 4 types. Le type 0, c'est la forme fœtale, c'est des nouveau-nés qui décèdent en général dès la naissance. Le type 1 qui est le plus fréquent, c'est avant l'âge de 6 mois. Et c'est des enfants qui en général restent hypotoniques, ne s'assoient pas, ne marchent pas. Ils ont des troubles respiratoires et des troubles de la déglutition et qui peuvent décéder s'ils ne sont pas traités. Heureusement, actuellement, il y a des traitements. Dans le type 2 et le type 3, en fait, c'est des débuts plus tardifs. Le type 2, c'est des enfants qui ne marchent pas non plus, mais qui peuvent s'asseoir. Et le type 3, c'est des enfants qui peuvent marcher, qui peuvent perdre la marche plus tard. Le type 4, c'est la forme adulte. Elle est moins fréquente. Et c'est des malades qui ont un déficit des ceintures avec une espérance de vie normale et qui peuvent rester marchants ou rarement perdre la marche. Alors très rapidement, le mécanisme qui aboutit à l'apparition du gène responsable de la maladie, c'est une duplication inverse au niveau du chromosome 5,13, dans lequel il y a 2 gènes, SMN1 et SMN2. Et ce mécanisme peut aboutir à une délétion homozygote du gène SMN1, qui peut être partielle, une partie du gène, ou l'ensemble du gène, ou peut-être toute la partie qui est dupliquée. Alors, quelle est la différence entre les gènes SMN1 et SMN2? Il y a en fait quelques nucléotides qui différencient les 2 gènes, sans conséquence sur la structure en acides aminés de la protéine, mais il y a une mutation, une différence au niveau de l'exon 7, qui crée en fait un suppresseur exonique d'épissage provoquant un saut d'exon au niveau de l'ARN messager. Le résultat, c'est que là, vous avez le gène SMN1 qui code pour la quantité de protéines SMN nécessaire à la survie du motoneurone. Et là, vous avez le gène SMN2 dont la plus grande partie, la protéine résultante n'est pas fonctionnelle. Il n'y a que 10% de la protéine qui est fonctionnelle. Et qui peut faire en fait la fonction, mais vous imaginez bien que si la quantité est très faible, on aura des symptômes très importants. Et justement, on parle de ça parce que ça permet de comprendre pourquoi on a plusieurs types. Alors c'est corrélé justement au nombre de copies du gène SMN2, pardon. Là, c'est chez le sujet normal. Vous avez le SMN1 qui code pour la quantité de la protéine nécessaire à la survie du motoneurone et le gène SMN2 qui code que pour 10%. Chez un patient amyotrophie spinale, il n'y a pas de gène SMN1 et il va compter que sur le gène SMN2 pour la protéine SMN. Il se trouve que nous avons 1, 2, 3, 4 ou parfois même plus copies de gène SMN2. Et plus on a de copies de gènes SMN2, plus on a de quantité de protéines SMN. Et c'est pour ça que la gravité ou la sévérité du phénotype est corrélée au nombre de copies du gène SMN2. Ben, je parle de ça parce que c'est la piste thérapeutique qui a été utilisée pour au moins 2 traitements.
Justement, ceci a été confirmé pour les différents types d'amyotrophie spinale dans plusieurs études, dont celle-ci, où on montre que le type 1, il y a au moins une copie SMN2, mais la majorité 2 copies. Et puis dans les autres formes plus tardives, il y a plus de 2 à 3 copies, ou même plus de 4 copies dans les types 3 à 4. C'est la corrélation entre le nombre de copies SMN2 et la sévérité du phénotype. Comment diagnostiquer la myotrophie spinale? Selon l'âge de début, chez le nouveau-né, c'est des nouveau-nés qui naissent hypotoniques avec ou sans atteinte respiratoire, avec une atteinte bulbaire et surtout une atrophie fasciculation de la langue. Et en général, chez ces nouveau-nés, on va directement à la génétique, on ne passe pas par le reste pour faire plus vite pour le diagnostic. Chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte, c'est une atteinte musculaire proximale qui va donner en fait une marche typique de l'atteinte proximale, des difficultés à se relever même du chaise haute, comme un tableau myopathique. Et on peut être amené à faire le NMG qui va montrer l'atteinte de la corne antérieure. Les CPK sont élevés, mais juste modérément, pas comme dans une dystrophie musculaire. Et là aussi, on fera la génétique à la recherche de la délétion du gène SMN1. Pour votre information, ça se fait dans pas mal de centres au Maroc, Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, c'est des laboratoires de génétique. À Rabat, INH et dans les autres villes, c'est au sein des CHU. Et à Rabat, on peut faire le nombre de copies de gènes SMN2. Voici la stratégie diagnostique génétique. Quand on suspecte un patient d'amyotrophie spinale, on va chercher la délétion du gène SMN1 et la méthode MLPA permet également d'étudier le nombre de copies de gène SMN2. Si on a la délétion, c'est confirmé, aucune copie SMN1. Si le malade a une seule copie, on va chercher une mutation. S'il n'a pas de délétion, on peut chercher la mutation si on a un tableau typique d'amyotrophie spinale. Sinon, il faut chercher les autres maladies qui ressemblent, comme par exemple une myopathie. On a vu tout à l'heure, la présentation peut ressembler à celle d'une myopathie. Le nombre de copies de gène SMN2 peut être utile pour connaître la sévérité, le pronostic, et aussi utile pour le choix des thérapeutiques. Quelques chiffres, là je commence par ceux du laboratoire INH qui a la cohorte la plus élevée, où ils ont diagnostiqué en fait beaucoup de malades avec la distribution de fréquences habituelles pour les différents types. Et surtout, ce travail intéressant où ils ont cherché chez tous les nouveau-nés avec hypotonie, sans faire attention si c'est une amyotrophie spinale, ils ont trouvé que 38% des nouveau-nés avec hypotonie avaient la délétion du gène SMN1. Ça veut dire que c'est quand même pas si rare que ça chez nous. Un autre travail intéressant a consisté à chercher les porteurs hétérozygotes, toujours par l'INH, sur du sang prélevé sur cordon ombilical. Et en fait, ce travail a permis de démontrer que les hétérozygotes étaient identifiés chez 1 sur 25, ce qui est assez fréquent. Ça rejoint un petit peu les fréquences au Moyen-Orient et plus fréquent que dans les pays européens, aux États-Unis ou en Australie. Et cette fréquence élevée est quelque chose qui fait qu'on peut s'attendre à avoir une prévalence plus élevée, étant donné le risque d'avoir des homozygotes, même en l'absence de mariage consanguin. Voici notre série du service, où on a là en fait les malades diagnostiqués à myotrophie spinale, où la délétion a été identifiée chez 90% des patients. 10% ça doit être en fait d'autres, soit des mutations ponctuelles, soit des délétions homozygotes. Donc c'est pas si rare que ça parce qu'on a 4 nouveaux cas par an, avec une série de malades suivis régulièrement sur 5 à 19 ans. Et on a en fait surtout la scoliose qui pose problème et les déformations des pieds sur le plan orthopédique, et quelques malades qui ont eu besoin de recourir à la VNI, et c'est surtout dans les types 2, beaucoup plus que dans les types 3 et 4. Et puis à signaler qu'il y a 11 familles avec plus d'une personne atteinte, avec la variabilité intrafamiliale qui est connue.
et qui fait supposer qu'il n'y a pas que le nombre de copies de gène SMN2 qui intervient, mais également d'autres facteurs génétiques dont certains sont actuellement identifiés. Quelques éléments cliniques de notre série, bien sûr le tableau d'atteinte des ceintures, surtout des membres inférieurs, la réflexie. Je veux surtout insister sur le tremblement des mains, noté sur pratiquement la moitié des malades, et qui, pour moi, permet de faire la différence avec une myopathie, parce que les malades, vous avez vu la démarche du gamin tout à l'heure, ressemble à des tableaux de myopathie, mais quand il y a un tremblement des mains, c'est rejoint après par l'EMG qui montre l'atteinte neurogène, et puis on cherche la délétion du gène SMN1. Chez nos malades, 7% n'ont jamais marché, 17% ont gardé une marche autonome et 76% ont eu besoin de recourir au fauteuil roulant entre l'âge de 5 et 25 ans. La prise en charge des malades est nécessairement multidisciplinaire parce qu'il y a les aspects diagnostiques et de prise en charge, et puis il y a tous les aspects de rééducation, prise en charge orthopédique, chirurgie, appareillage, prise en charge nutritionnelle chez les tout-petits, et puis bien sûr le psychologue et la prise en charge aussi de la famille. Nous passons au traitement actuel de la myotrophie spinale. Il y a en fait 3 thérapeutiques qui existent avec les dates d'autorisation de mise sur le marché. Le premier, c'est le nusinersen qui en fait module l'expression du gène SMN2 qui est administré par voie intrathécale mis sur le marché en 2017. L'onasemnogène est une thérapie génique par vecteur viral qui a eu l'AMM en 2020. Et puis le dernier qui a eu l'AMM, c'est le risdiplam. En 2021, c'est un traitement par voie orale. Le nusinersen, donc en fait, il est administré au type 1, 2 et 3 par voie intrathécale. C'est une administration régulière qui donne en fait des résultats très intéressants avec un bénéfice réel d'importance variable selon le type de SMA, l'âge et le début du traitement. Le traitement de thérapie génique l'onasemnogène qui apporte le gène par vecteur viral, c'est une seule injection, c'est un one-shot par voie intraveineuse avec des effets positifs sur les performances motrices et respiratoires. Il est en fait surtout utilisé chez les bébés et jeunes enfants qui pèsent moins de 21 kg et donc c'est surtout des types 1 avec 3 copies du gène SMN2 maximum. Mais actuellement, il a été utilisé aussi chez les autres types et avec des résultats intéressants. Voilà. Et puis le dernier à avoir eu l'AMM, c'est le risdiplam, petite molécule qui augmente la quantité de protéines SMN en corrigeant la maturation du gène SMN2. Donc on va voir un petit peu les indications et les résultats. Il a eu l'AMM en Europe en mars 2021. Et en fait, le symposium, c'est aussi pour vous dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'AMM au Maroc en octobre, donc c'est tout récent. Donc il a été, les études qui ont permis d'obtenir l'AMM, c'est la première étude Firefish sur les SMA de type 1, Sunfish sur les SMA type 2 et 3, et puis GeoFish sur les SMA type 2 ou type 3, et aussi il y a une étude sur les présymptomatiques. Les données de sécurité montrent des effets indésirables fréquents et surtout digestifs, infections pulmonaires et ORL, donc pas très limitant pour continuer le traitement principalement. Et pour l'efficacité chez les types 1, en fait c'est les formes précoces, donc c'est des enfants qui ont avaient une survie significativement plus importante que si le traitement n'est pas administré, et c'est des enfants qui ont pu acquérir en fait les possibilités de s'alimenter normalement. Dans les types 2 et 3, il y a une très très nette amélioration des scores moteurs chez les patients traités, et là on a des patients traités jusqu'à l'âge de 30 ans, donc les effets qui sont très évidents sur les scores moteurs chez les patients. Il y a aussi l'essai Rainbow Fish chez les SMA présymptomatiques, ça veut dire des patients chez qui c'est en général des membres de la famille, on a diagnostiqué la délétion,
Ils ont en fait suffisamment de copies de gènes SMN2 et c'est des enfants, quand c'est des nourrissons, qui ont des développements moteurs qui sont normaux pour les critères de l'OMS et donc qui ne manifestent pas la maladie. Donc c'est très intéressant d'administrer le traitement chez des présymptomatiques. Ça a été aussi démontré pour les autres traitements. On va en parler pour l'intérêt de dépister la maladie chez les nouveau-nés. Sans effet indésirable grave chez les nourrissons présymptomatiques traités par risdiplam. Avec là, c'est en fait les résultats qui montrent le développement des acquisitions motrices normales selon les critères de l'OMS chez patients présymptomatiques traités. Quels sont les patients éligibles au traitement par risdiplam? Ça, c'est en fait les recommandations. Chez les patients âgés de 2 mois ou plus, type 1, type 2 et type 3 qui ne marchent pas, les types 4 avec 1 à 4 copies du gène SMN2 et chez les présymptomatiques avec 1 à 4 copies de gène SMN2. C'est ça les indications des patients éligibles. C'est un médicament administré par voie orale quotidiennement et la posologie figure ici dans le tableau. Elle va dépendre du poids surtout et là pour l'âge, moins de 2 ans c'est 0,20 mg par kilo et puis moins de 20 kg c'est 0,25 et dès que l'enfant a plus de 20 kg c'est 5 mg par jour. Nous avons vu les effets sur les enfants, les malades présymptomatiques et donc beaucoup de pays ont mis en place le dépistage néonatal systématique chez les nouveau-nés pour traiter les enfants, pour avoir en fait des enfants qui ont des développements moteurs normaux et non pas traiter des enfants qui gardent un handicap qui peut rester assez lourd pour la prise en charge aussi bien pour la famille que pour le système de santé. Donc le diagnostic précoce est quelque chose de très rentable sur le plan économique et sur le vécu des malades et c'est quelque chose qui est maintenant recommandé. Ça a un petit peu commencé en Belgique, c'est maintenant dans pas mal de pays d'Europe, l'Angleterre aussi le fait et aussi au Canada c'est devenu un programme national tout récemment. Donc en fait au Maroc, on veut sensibiliser au diagnostic de la myotrophie spinale pour la connaître et la diagnostiquer à temps. Y penser quand on a une hypotonie néonatale avec ou sans détresse respiratoire congénitale et aussi devant un tableau de déficit des ceintures avec les éléments cliniques dont j'ai parlé. Et aussi, on est en train d'encourager le dépistage systématique chez le nouveau-né en commençant par un centre pilote. Il ne faut pas oublier les standards de prise en charge symptomatique pluridisciplinaire qui améliorent la qualité de vie, permet d'anticiper et traiter les complications. Et bien sûr, on veut commencer à proposer nos malades aux thérapeutiques spécifiques nouvelles. Et là, nous avons l'AMM pour le risdiplam. Je vous remercie.